Good afternoon, everybody, and congratulations on a hardy crowd that came out in the rain. I'm Richard Cruz. I'm co-chair. Bonne soirée, je m'appelle Richard Cruz. Je suis le coprésident avec Kathy Flanders et c'est mon grand plaisir de vous accueillir ici au nom du Conseil. Le Conseil existe depuis 1994 et a commencé pour promouvoir la cause des soins palliatifs. C'est quelque chose qui est une passion pour pas mal d'entre nous. Le rôle du Conseil est de desservir le public sous forme d'ateliers et d'informer les publics, les professionnels au niveau des soins palliatifs. Le rôle est également d'aider les gens à comprendre les soins palliatifs. Beaucoup des ateliers sont conçus pour les gens qui donnent des soins palliatifs. Je pense qu'on n'a jamais compté le nombre d'ateliers qu'on a déjà donnés, mais il y en a à peu près 4 ou 5 par année et on fait ça régulièrement. Donc on trouve que ça a eu un impact. Au-delà de ça, on se voit comme un groupe qui fait du lobbying dans notre société contemporaine, si ça peut encore exister. Et on est conçu pour promouvoir les soins palliatifs dans notre communauté et dans les milieux politiques lorsque c'est nécessaire. Et ça, en fait, c'est nécessaire régulièrement. Nous sommes maintenant à notre 15e conférence annuelle Sandra Goldberg. Ça a commencé par des fonds de la famille Goldberg, une famille qui avait souffert la perte d'un individu très jeune. Et le fonds est devenu notre pilier dans la communauté. On a accueilli beaucoup de conférenciers depuis un certain temps et ça va continuer ce soir également. On a eu du soutien du BD Lecture Fund pour les 15 années, ce qui est formidable. Ça veut dire que le conférencier ou la conférencière qui vient vous parler doit également parler aux étudiants dans le niveau médical. Donc les étudiants, n'importe quel étudiant en fait qui est intéressé par le sujet. Et ça également, ça a eu un impact sur la vie étudiante. Donc, on est très heureux d'être parmi vous. Je vais vous présenter Balmant, qui va vous présenter notre conférencier. Dans la communauté des soins palliatifs, ça va sans dire qui est Bal, mais ça vaut le coup de réfléchir aux soins palliatifs et la réputation distincte dans la communauté. En fait, c'est la première unité de soins palliatifs dans le pays. Et pendant longtemps, c'était les seuls soins palliatifs qui étaient centrés dans un hôpital d'enseignement. L'avantage, c'est que les étudiants ont beaucoup de contacts avec les conférenciers, les professionnels, et tout le monde peut par la suite faire la promotion des soins palliatifs. Alors, ça va sans dire que ça existait grâce à Bal. Il a contribué énormément à notre communauté et au monde. Le Congrès international des soins palliatifs est le pilier central des activités en soins palliatifs pour beaucoup de gens dans le monde. Alors, Bal est la meilleure personne pour présenter le Dr. Carney. Bal et Dr. Carney se connaissent depuis très longtemps. Donc, Bal, c'est à vous. Greetings. Bonne soirée à tous et à toutes. Merci, Dec. Il y a 37 ans, j'étais à l'hôpital Saint-Christophe, à Londres en anglais, et j'ai rencontré un jeune Irlandais. Il était étudiant en médecine de Cork. Moi, j'étais chirurgien de l'hôpital Royal Victoria à Montréal. Dans les années à suivre, il est devenu médecin. Et sa spécialité était la médecine interne. Il était interniste certifié
Et ensuite, il est devenu la première personne qui était certifiée en soins palliatifs au Royaume-Uni. Comme médecin en soins palliatifs, il a travaillé comme médecin permanent à l'Hospice Saint-Christophe à Londres. Il faisait partie du groupe qui faisait de la recherche sur les possibilités d'avoir un programme d'ordre pionnier à l'hôpital Saint-Christophe à Londres. Par la suite, il est devenu le directeur d'un très grand programme à Dublin, Our Lady of Hospice. C'était un centre, et ça demeure toujours un centre très important, académique en Irlande. De 2001 à 2003, on a pu l'inviter ici pour 3 ans et il a pu contribuer à nos programmes de recherche et d'enseignement ici. De ses contributions nombreuses, ces 2 grands livres publiés par les maisons d'édition de l'Université Oxford ont pu témoigner de leur aspect intellectuel depuis des années. Mortally Wounded, le premier texte de Michael, Dane Cicely Saunders, qui a écrit le résumé, a dit que la façon dont on offre des soins peut atteindre les places les plus cachées et ça ouvre des portes, ça donne lieu à d'autres découvertes. Donc, depuis 4 décennies, une des personnes dans la communauté mondiale qui est intéressée par les soins palliatifs et les soins des autres, sans oublier comment prendre soin de soi, est à la fine pointe de comment les soins sont offerts. Et la personne qui est le spécialiste, le grand spécialiste, c'est Michael Kearney. J'apprécie énormément notre amitié. Et il a été mon professeur depuis des années. Alors, Michael, bienvenue chez vous. On est tellement heureux de vous avoir parmi nous. Bonne soirée à tous et à toutes, et merci Bal. Je suis également très reconnaissant de notre amitié et notre travail comme collègue depuis tant d'années. Merci à vous. J'aimerais également d'abord commencer par remercier Kathy Flanders pour l'invitation de venir ici vous parler ce soir. Je dois absolument vous dire que c'est un honneur et je suis très heureux de pouvoir vous parler ce soir. Mon sujet pour ce soir s'intitule « Prendre soin des autres en fin de vie sans oublier de prendre soin de soi ». Je voudrais commencer par la question « Pourquoi les soins de soi ?» Pourquoi est-ce qu'il faut qu'on même soulève, pourquoi est-ce qu'il faut soulever cette question? Donc, comme réponse, ce que j'ai à vous offrir, c'est que c'est en partie parce que je suis d'accord avec Michael Balint, que nous sommes le médicament. Comme il a dit dans son livre « Le médecin, son patient et sa maladie » qu'il a publié en 1957, nous sommes le médicament le plus puissant qu'on donne à nos patients quand on parle aux médecins, aux autres médecins, aux cliniciens. Donc, si nous sommes le médicament, comment est-ce qu'on comprend ce médicament, comment est-ce qu'on utilise ce médicament, comment est-ce qu'on intègre ce médicament dans notre pratique clinique. Au-delà de cette citation de Balint, je voudrais vous donner une image. Et ça, c'est l'image de cette feuille de Mobius. C'est une structure très simple
Et si vous suivez, donc si vous regardez le côté gauche et vous suivez ce qui est l'intérieur de la structure à gauche et vous suivez cet intérieur lorsque ça monte et si vous continuez à suivre cet intérieur, vous allez voir que lorsque ça s'inverse, ce qui est l'intérieur de cette feuille devient l'extérieur de la feuille. Et ensuite, à droite, si vous suivez l'intérieur, ce que vous voyez de l'extérieur ou qui est l'extérieur devient l'intérieur. Donc, on a un niveau de continuité. Et les soins en soi sont interreliés à nos soins des autres. Je me souviens, j'étais dans une conférence, c'était peut-être dans les années 70, à Londres. Et le psychiatre, Tom Lipton, s'est adressé au public de cliniciens et il a dit, vous savez que vous vous installez au chevet de vos patients pour en prendre soin. Et les soins palliatifs ou les soins hospitaliers, en fait, c'était le mot à ce moment-là, c'est une question de qualité de vie, mais quelle est la qualité de votre vie? Parce que vous êtes des ambassadeurs au chevet des patients. Donc, la qualité de soi est intimement reliée à la qualité de présence et la qualité de soins qu'on offre. Quand on prend soin de soi-même, c'est intimement relié à comment on offre des soins. Et quand on s'occupe de soi-même, on s'occupe des autres également. Ça va sans dire que c'est le cas. Ce que je voudrais vous dire ce soir, c'est que je voudrais d'abord vous partager une histoire personnelle quand il s'agit des soins. Et c'est décortiqué en 3 parties pour moi. J'espère que vous allez accepter. Je vais vous parler d'abord de mon expérience de soins de soi, au début quand je travaillais en soins palliatifs. Je vais également vous parler de comment c'était il y a à peu près 1 an. Et maintenant, je vais vous parler du présent. Donc, il y aura 3 moments différents dans le temps. Comme étudiant en médecine à Cork, en Irlande, dans les années 70. À mi-chemin, lors de mes études, je suis devenue très désolée à propos de la médecine. La façon dont la médecine était enseignée à Cork, c'était désolant. On parlait énormément de science et pas de contact clinique et à mi-chemin, donc c'est-à-dire au bout de 2 ans, on pouvait finalement rencontrer des patients. Et quand j'ai rencontré les patients, j'étais très déçue, profondément déçue. Pas par rapport aux patients, mais par rapport à ce que je voyais au chevet de ces patients. Et je n'ai pas envie d'être injuste ou de trop critiquer, mais c'était comme si je m'attendais à autre chose. Et donc, j'étais profondément déçue, particulièrement quand il s'agissait des patients qui avaient des maladies incurables, terminales, et quand il s'agissait de voir les soins que ces patients recevaient. Et je prévoyais en fait changer de domaine. J'avais plus envie. Et j'ai travaillé à un ami mentor à ce moment-là et je lui ai dit, j'avais envie de quitter la médecine. Et il m'a dit, mais avant de quitter la médecine, je suggère que vous allez voir l'hôpital Saint-Christophe. D'abord, avant de quitter la médecine pour toujours, aller chez Saint-Christophe. Et je n'avais jamais entendu parler de Saint-Christophe, je n'avais jamais parlé des soins palliatifs, mais c'était un endroit de guérison. Ça s'appelait, le slogan, c'était un endroit de guérison. Et je trouvais ça intéressant. Donc, j'ai été voir Saint-Christophe. Et ça, c'était en 1975, et j'ai été voir, vous voyez à l'écran, Saint-Christophe. J'ai assisté à 1 semaine de formation et après, j'ai décidé que c'est ce que je voulais entreprendre dans le domaine de la médecine. Ça validait ce que mon mentor m'avait expliqué. C'était le fait d'être présent
au chevet des gens chez Saint-Christophe. Je me sentais comme si j'étais parmi quelque chose de très spécial et j'avais envie d'en faire partie. Donc, je suis retournée à l'université. J'ai fait une résidence en médecine interne et ensuite, je suis partie travailler chez Saint-Christophe. Et j'ai travaillé là pendant 2 ans. Et pendant cette période-là, j'ai eu la chance de travailler avec la docteure Cicely Saunders. Et vous savez sans doute qu'elle est la pionnière du mouvement moderne des soins palliatifs. Et elle était une femme extraordinaire. Et quand j'étais là, j'ai eu la chance de travailler avec d'autres. Ici à côté de Cicely, c'est Anne Smith. Et c'est la première fois que j'ai pu comprendre le travail social. Elle est travailleuse sociale incroyable. J'ai eu beaucoup de chance d'être là. Et peut-être que vous reconnaissez l'homme barbu au fond. J'ai plongé entièrement dans les soins palliatifs. J'adorais ça. Je me suis dit, c'est exactement ce que j'ai envie de faire. C'est exactement où je veux être. Pendant ces 3 premiers mois, chez Saint-Christophe, pour la première fois, j'ai rencontré des gens qui avaient des problèmes médicaux et des défis humains et de la souffrance humaine, en fait, que je ne pouvais pas gérer. Je n'étais pas prêt à répondre à cette souffrance. Et donc, ça m'a emmenée à la limite de ce que je connaissais. Ce n'était pas simplement une question de compétence, mais j'étais en plein dans une souffrance existentielle et j'étais mal équipée. Je ne savais pas comment gérer ces patients-là. Et je pense qu'il y avait d'autres choses que je vivais en même temps dans le contexte de cette souffrance. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Wendy et ça va concrétiser ce que j'essaie de vous expliquer. Wendy, que vous voyez ici, c'est quelqu'un que j'ai rencontré pendant que je travaillais à Saint-Christophe. C'était une dame dans la mi-soixantaine qui a travaillé comme professeure à l'école primaire toute sa vie. Elle n'avait jamais fumé, elle avait une vie relativement bonne et saine et elle avait envie de partir à la retraite. Juste avant la retraite, elle était diagnostiquée de cancer du sein métastatique. Et si vous regardez de près, vous voyez une cicatrice sur son bras et c'est parce que ses os avaient des métastases et elle avait une fracture. Elle est venue à Saint-Christophe de l'hôpital King's en face. Elle avait fait une chirurgie à King's, à l'hôpital King's, un traitement radiothérapeutique. Et quand elle est arrivée à Saint-Christophe, sa douleur était quand même assez gérée, mais elle souffrait énormément et la souffrance n'a pas cessé. Elle vivait seule, elle n'était pas assez en santé pour pouvoir rentrer chez elle, donc elle devait rester chez Saint-Christophe. Et à tous les jours, elle se posait la question, pourquoi est-ce que ça m'arrive? Comment ça se fait que ça arrive à moi? Elle n'avait jamais anticipé cette douleur et cette maladie. C'était quelqu'un qui était profondément croyante et elle ne pouvait pas comprendre comment ça pouvait faire partie de sa vie, le plan que Dieu avait pour elle. Elle ne comprenait pas. En parlant avec Wendy, elle était angoissée et elle n'avait pas de réponse. Je me souviens, j'étais assise à son chevet et je me sentais incapable de faire quoi que ce soit. Je n'avais pas de mots qui pouvaient la rassurer. Je n'avais pas de réponse à sa souffrance. Donc, j'ai rencontré Wendy et j'ai rencontré beaucoup de gens comme Wendy. Alors, malgré que mes premiers mois à travailler chez Saint-Christophe étaient absolument riches et malgré le fait que je savais que j'apprenais énormément de choses, je savais quand même que je faisais face à une souffrance humaine incroyable. J'étais
en plein dans cette souffrance-là et je n'avais pas les outils pour pouvoir répondre à cette souffrance-là. En particulier, un événement clinique avait eu lieu qui était devenu la goutte qui a fait déborder le vase pour moi. Et donc, je suis rentrée chez moi le soir de cet événement clinique. Et en fait, en gros, ça se ressemblait à ma rencontre avec Wendy, mais c'était un petit peu, plus poignant. Et je suis rentrée chez moi et je ne sentais rien. J'étais sous l'effet du choc. Ce que j'aimerais faire, c'est vous lire une description brève de comment j'ai vécu les choses le lendemain matin. Le lendemain matin, je suis arrivée au travail dans une espèce de brouillard. Ce sentiment ne m'a pas lâchée et je savais que je ne pouvais pas me concentrer. J'étais au courant d'un sentiment de peur et j'étais de plus en plus appréhensif. Et ensuite, quand j'étais en réunion avec un collègue qui parlait d'un patient, j'avais un sentiment de déjà-vu qui a envahi ma conscience. J'étais absolument au courant de ça, j'étais paniquée. Qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce que ça voulait dire? Est-ce que je faisais une crise mentale? Donc, dans le contexte de ces émotions-là, je me suis rendu compte que mon collègue continuait à parler, mais maintenant, elle avait l'air très inquiète. J'étais désorientée, j'étais confuse, j'étais paniquée. Je ne pouvais pas comprendre ce qu'elle me disait. Ensuite, ce sentiment d'horreur dans ma poitrine, dans mon cœur, m'a envahi. Je suis sortie, j'ai quitté mon bureau et j'ai rencontré Tom West, qui était à ce moment-là le directeur médical de Saint-Christophe. Il était dans le couloir. J'ai demandé si je pouvais lui parler. Il m'a invité dans son bureau. Tom a écouté attentivement lorsque je décrivais mes émotions. Il m'a dit « J'ai l'impression que vous êtes épuisé. Ça fait 3 mois que vous êtes là et vous n'avez pas pris de pause. Vous vous êtes lancé dans le travail et vous faites un très bon travail. Mais je pense que peut-être que vous n'avez pas encore appris que vous devez prendre soin de vous-même. Donc, j'ai 2 suggestions pour vous. D'abord, vous prenez ce vendredi de congé, vous prenez un long week-end et vous partez quelque part avec votre famille. La deuxième chose, c'est que je peux recommander quelqu'un avec qui vous pouvez parler de temps à autre. » Je fais ce travail-là moi-même depuis quelques années et je n'aurais pas survécu sans pouvoir consulter qui que ce soit. Alors, ma tête tournait, mais je me sentais mieux. J'ai entendu Tom dire qu'il comprenait ce dont je parlais et encore plus important pour moi à ce moment-là, il ne pensait pas que j'étais fou de me sentir comme ça. Plutôt, la semaine d'après, j'ai rencontré un conseiller, un counselor que j'aimais et on a décidé qu'on allait se rencontrer régulièrement. Maintenant, je suis capable de diagnostiquer mes émotions. Je souffrais de fatigue de soins. J'étais le sujet d'un essai en profondeur et je n'étais pas en train de suivre les conseils de Jung qui dit « Vous plongez, mais il ne faut absolument pas décéder ». Alors maintenant, pour parler de cette fatigue de compassion, ce qu'on appelle la fatigue de compassion, en fait, c'est un sujet très intéressant dans la littérature. On définit la fatigue de compassion en étant le coût des soins. C'est également défini comme un syndrome de stress traumatique secondaire. Autrement dit, on voit la souffrance des autres, on prend cette souffrance sur nous-mêmes et ça nous fait souffrir. Donc, la fatigue de compassion évolue clairement entre le patient et le clinicien. Et c'est une forme de traumatisme secondaire parce qu'on a de l'empathie, on est interrelié avec la patiente ou le patient. Et dans ce contexte-là, comme on a de l'empathie, on est vulnérable à la souffrance nous-mêmes. Et les symptômes de la fatigue de compassion, c'est les symptômes
qui sont semblables au syndrome de stress post-traumatique. Donc, on est beaucoup plus au courant de ce qui se passe, on est hyper vigilant à propos des choses autour de nous. On revit des expériences continuellement. On passe devant la chambre d'un patient qui a été particulièrement en souffrance et ça provoque des symptômes d'anxiété et l'évitement. Parfois, on évite même cette salle et donc on passe par un autre couloir ou un autre escalier pour éviter cet endroit. Et ça devient une sorte de recul, de pas en arrière, de recul. Alors, dans le contexte de cette définition de la fatigue de compassion, l'empathie est perçue en étant une faiblesse ou un problème. Cet engagement empathique est perçu en étant le facteur clé dans le contexte de cette définition de la fatigue de compassion. Et Charles Figley a écrit en 1995 que le niveau d'empathie du soignant, quand cette personne-là travaille avec un individu traumatisé, joue un rôle significatif dans la transmission. Donc, plus on est impliqué, plus on est vulnérable à un traumatisme par association. Alors, je trouve ça à la fois intéressant et précis de voir cette description de la fatigue de la compassion. Même si je trouve ça intéressant, je trouve que c'est pas tout à fait juste, étant donné mon expérience. Et je suis sûre que c'est la vérité pour beaucoup d'entre vous ici dans la salle, beaucoup d'entre vous qui travaillez dans les soins palliatifs, les soins de fin de vie et dans d'autres situations. Autrement dit, l'expérience d'être avec quelqu'un qui souffre, ça peut également être une expérience très riche, une expérience de recevoir quelque chose de valable, qui est difficile à définir, difficile à décrire. Et pourtant, on sait très bien que quand on s'éloigne d'une rencontre comme ça, on pense qu'on a contribué quelque chose et on a reçu quelque chose et donc on est plus riche et non blessé. Donc, j'étais très heureux de voir ce document, écrit par Richard Harrison et Marvin Westwood. Dans ce document, ils ont analysé la prévention de traumatisme par association dans un contexte d'un groupe de thérapeutes. Ce que Harrison et Westwood ont fait, c'est que dans le contexte de cet essai, de cette étude, ils ont parlé à un groupe de thérapeutes qui ont été identifiés par leurs collègues en étant des thérapeutes et des individus qui travaillaient bien et étaient des exemples professionnels et qui réussissaient bien. Donc, ils ont fait de la recherche avec ces thérapeutes et ensuite, ils ont identifié certaines pratiques de protection. Cette description identifie une de ces pratiques. Je trouve beaucoup de soutien dans le travail en soi, en étant le plus présent et le plus connecté avec le client que possible. Je m'avance plutôt que de reculer et je trouve que c'est comme ça que je me protège contre un traumatisme secondaire. Le lien, c'est la partie qui aide et ça, c'est un antidote qui me protège contre l'horreur de ce que j'entends. Alors, ce que ce psychothérapeute identifie, c'est que c'est le lien en soi, plutôt que d'être le portail du traumatisme. C'est en fait la chose qui protège le psychothérapeute. Et c'est la chose qui protège le psychothérapeute contre le traumatisme et une souffrance insupportable. En fait, ça permet à un lien qui nourrit, qui alimente.
Donc, dans la discussion, les auteurs parlent du fait que l'étude avait trouvé quelque chose d'intéressant. Donc, l'engagement d'empathie finit par protéger plutôt que de traumatiser. Et ça changeait la donne. Donc, pour eux, c'était devenu ce qu'on appelle l'empathie exquise. Donc, l'empathie exquise, c'est une forme d'empathie très, très présente, bien peaufinée, avec des limites bien déterminées et profondément émotif. Ceci me mène à l'idée du médecin guéri, le médecin qui guérit. Peut-être que vous connaissez bien l'histoire de Chiron dans la mythologie grecque. Dans la médecine occidentale, on parle du médecin qui guérit mais qui est blessé. Donc ici, on le voit à l'écran, il a donc une tête d'être humain et des pattes de cheval. On disait de Chiron qu'il était centaure très intelligent ou très sage, même si les centaures à ce moment-là étaient sauvages, surtout lorsque les centaures prenaient de l'alcool, ils perdaient leur tête, mais Chiron était reconnu en étant un enseignant. Avant qu'il soit blessé, on disait que, ou soi-disant, les rois de la Grèce antique envoyaient leurs enfants chez Chiron pour l'éducation, pour apprendre. Mais laissez-moi vous expliquer un petit peu comment Chiron s'est blessé. Il était centaure, donc moitié humain, moitié cheval, et comme il est demi-dieu, il n'est pas mort, mais un jour, il était blessé dans la jambe par une flèche empoisonnée. Comme il était demi-dieu, il a continué son chemin avec une plaie difficile qui lui faisait mal. Donc, jour après jour, il était sur la montagne Pilion. Il cherchait des herbes qui pouvaient l'aider avec sa plaie. Alors, il a appris énormément de choses par rapport à ces plantes, mais il n'était pas capable de se guérir lui-même. Il était quand même capable de guérir les autres. Donc, les gens qui souffraient toutes sortes de choses sont venus voir Chiron de loin et de près, et chaque personne recevait une remède qui aidait. La compréhension et la compassion de Chiron avait un impact sur chaque patient qu'il voyait. Et donc, à chaque fois que le patient le quittait, il savait ou elle savait qu'il y avait une guérison plus profonde. Donc, quelque chose a eu lieu dans la rencontre entre le patient ou la patiente et Chiron qui lui-même était blessé. Et ça a provoqué une guérison plus profonde. Et c'est cette idée-là que je veux soulever. Cette chose-là, c'est pas les connaissances de Chiron et sa sagesse quand il s'agit des herbes, mais la chose était quelque chose qui était invoqué par sa sagesse et par le fait qu'il vivait avec une plaie incurable. Parce qu'il vivait avec une plaie incurable, il avait un autre niveau de sagesse et il pouvait transmettre ce niveau de sagesse-là aux autres blessés. Et lorsqu'il accueillait les gens dans sa vie à lui, ça provoquait une guérison chez les patients, la personne, l'autre qui était blessé. Ce qui me fait revenir à Wendy. Quand on est avec quelqu'un pour qui la souffrance n'a pas de réponse, ça me mène à poser la question, qu'est-ce que je fais quand je suis avec quelqu'un qui souffre et je n'ai rien à dire et je n'ai rien à faire? Qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on dit quand il n'y a rien à dire? Qu'est-ce qu'on fait quand il n'y a rien à faire? Et dans la mythologie de Chiron, ce que ça évoque, c'est que plutôt que de réagir dans le moment, parce que ça, c'est très douloureux pour nous comme soignants d'être sur cette précipice en présence de souffrance où on sait très bien qu'on n'a rien à dire et on n'a rien à faire.
Donc, la tentation, quand on est dans ce contexte de stress, quand on est présent de ce niveau de souffrance, notre réaction, notre réaction spontanée, c'est de réagir. Donc, soit on ne dit rien et on peut pas sentir l'émotion, ou bien on veut donner des médicaments, donner des médicaments, ou bien de fuir. Parfois même, on fuit. Et parfois, on le fait bien ou mal. J'ai un collègue que j'aimerais que vous rencontrez, ou bien, écoutez, il n'y a plus rien que je peux faire pour vous aider. Donc ça, c'est le fait de fuir. Mais il y a une autre façon d'agir. Et l'autre façon d'agir, c'est d'agir comme le médecin qui guérit, qui est blessé. Donc, Chiron. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut remarquer ce qui se passe. Et ça implique que nous, comme soignants, nous cultivons une conscience de soi. Nous cultivons la connaissance de soi, l'empathie de soi, une connaissance de soi, une conscientisation de soi. Donc, quand on est dans une situation comme ça, on sent le stress et on peut reconnaître ce stress. On n'a rien à dire, on n'a rien à faire, mais on reconnaît qu'on n'a rien à dire et qu'on n'a rien à faire. Et plutôt que de réagir de façon impulsive, de façon défensive, on peut choisir plutôt de reconnaître qu'il n'y a pas grand-chose que je peux dire. Il n'y a pas grand-chose que je peux faire, mais je vais rester avec vous. Je vais faire ce que je peux pour vous aider et je vais continuer à vous voir et à nourrir cette relation que j'ai déjà avec vous. Et dans le dynamique de Chiron, il y a quelque chose qui a lieu. Le soignant reconnaît qu'il n'est pas infaillible. Parce que le soignant reconnaît auprès de soi-même qu'il y a des limites à ce qu'on peut faire. Et plutôt que de fuir dans l'inactivité, le soignant est capable de rester dans la présence de l'autre qui souffre, mais avec une sorte de paix. Ce que ça fait, c'est que ça redonne la souffrance à la personne qui souffre. C'est pas méchant, c'est pas maladroit, c'est doux. C'est doux dans un contexte de soins et de soucis. Et quand on fait ça, quand on redonne la souffrance, la personne est encouragée et maintient cette souffrance parce que la personne comprend qu'elle n'est pas toute seule. Et donc, elle a le courage d'endurer et de perdurer. Et lorsque ça a lieu, il y a un changement radical dans le contexte du patient. Parfois, c'est subtil, mais la personne peut dire, par exemple, la douleur est encore là, mais je peux vivre avec cette douleur-là. Non, la vie n'est pas hyper belle, mais quelque chose a changé dans l'esprit du patient. Selon Mark Nepo, dans son poème « Accepting This », « Accepter ceci », il parle de humilité clinique. C'est un moment où on accepte que, ultimement, on est des petites choses qui vivent parmi les gouttes d'eau. Nous ne sommes pas des dieux qui façonnent les rivières. Alors, si on est présent et on comprend cette souffrance, on identifie cette souffrance, mais de façon paisible, il y a quelque chose, ça provoque quelque chose chez le patient. Alors, ceci m'amène à une histoire d'il y a à peu près 1 an. Laissez-moi maintenant vous décrire la scène. C'est là où je travaille présentement à l'hôpital Cottage à Santa Barbara. J'étais médecin en soins palliatifs et j'ai travaillé également avec des patients chez eux et à l'hôpital. Ça, c'est l'année dernière. L'année dernière, je travaillais en soins palliatifs. J'ai fêté 30 ans de profession. Je travaillais dans un service communautaire et je travaillais dans un programme avec un programme de soins palliatifs à Santa Barbara. Alors, j'étais très reconnaissante parce que je travaillais avec des très bonnes personnes et des très bons programmes. Mais malgré ceci, je me suis rendu compte que je n'étais pas heureux.
J'avais remarqué que je n'étais pas aussi enthousiaste qu'au tout début quand je partais au travail à l'hôpital à tous les matins. En fait, je me sentais assez épuisée la plupart du temps. Je n'avais plus ce petit moteur interne qui me faisait avancer. Je n'avais pas l'impression que je faisais le bon travail. Au contraire, j'avais l'impression que je ne faisais pas ce que je voulais vraiment faire dans la vie et je faisais ce que je ne voulais pas faire trop souvent. Je me suis rendu compte que je vivais les symptômes du burn-out. Alors, lorsque j'ai réfléchi à comment j'aurais pu arriver à ce point-là, j'ai fini par comprendre que c'était en partie à cause de mes 30 ans de vivre la souffrance des autres. C'était un burn-out causé par un traumatisme depuis 30 ans. Mais ce n'était pas la seule raison. Quand Harrison et Westwood ont décrit l'empathie exquise comme ils l'ont décrit, ils ont soulevé quelque chose que je connaissais très bien moi-même et pour lequel j'étais très reconnaissant. Je pouvais comprendre la présence et quand j'analysais les parties de mon travail qui me redonnaient le plus, j'ai identifié les moments où j'étais avec quelqu'un dans une souffrance mutuelle. J'ai conclu que l'autre cause du burn-out chez moi, c'était que je n'étais pas bien alignée, qui j'étais devenue, qui j'étais, et je ne pouvais plus identifier le rôle que je pensais devoir jouer. C'était un burn-out qui était le résultat d'être mal positionné, mal placé. Et je savais que je devais mieux comprendre ce que j'avais envie de faire et je me suis rendu compte que je devais porter une attention particulière à ces sentiments-là et je devais apporter des changements. Je me suis dit, si j'ai pas de changement interne, si j'avais pas beaucoup de latitude, comment est-ce que je pouvais changer ce que je faisais pour améliorer ma situation? Et à quel point est-ce que je devais essayer de changer, non moi-même, mais les circonstances externes? Donc, en travaillant, qu'est-ce que je pouvais faire qui était mieux aligné à moi? Alors laissez-moi vous parler un petit peu du burn-out. Contrairement à la fatigue de compassion que j'ai déjà discuté, le burn-out provient de stress qui surgissent entre le clinicien et l'environnement de travail. Un oncologue avait dit « Les choses qui ont eu un impact sur moi n'ont rien à voir avec la perte. C'est une question de lutter contre les compagnies d'assurance. » C'était sa citation. Donc, le burn-out est le résultat d'un manque chronique, d'une incohérence chronique. Ça provient de Maslach et al. Qui avait fait beaucoup d'études sur le burn-out en 2001. Et elle a identifié donc 6 secteurs clés dans le travail. Donc, la charge de travail, le contrôle, les récompenses, la communauté, la justesse et les valeurs. Et son hypothèse était que plus il y a une incohérence entre vous comme individu et votre environnement de travail dans 1 ou 2, 3, 4, 5, 6 de ces domaines, le plus la possibilité de burn-out va se réaliser. Il y a des stress particuliers pour les gens qui travaillent en soins palliatifs, y compris une exposition constante à la mort,
on passe pas assez de temps avec les patients mourants, on a envie de continuer comme d'habitude, ceci mène à la déprime, le chagrin, la culpabilité, on a souvent des problèmes de difficulté de communication avec les patients, les membres de la famille et les collègues, et on ne peut pas maintenir nos propres normes quand il s'agit de bien accueillir quelqu'un qui est mourant. Donc, c'est sûr qu'il y a des aspects clés par rapport à la fatigue de compassion, mais il y a quand même des dimensions clés par rapport au burn-out également, encore une fois identifiées par Maslach et ses collègues. Donc, les définitions sont un épuisement physique et émotionnel sans comparaison, une sorte de cynicisme et de détachement à son emploi. Et on a toujours l'impression qu'on n'est pas en train de faire ce qu'on devrait faire. On essaye d'accomplir certaines choses, mais c'est inefficace. Donc, on a des sentiments d'inefficacité. Ceci me mène à une autre histoire. C'est une histoire qui était une histoire préférée à propos du psychologue Carl Jung. Et une histoire qu'il a entendue, lui, de Wilhelm, Richard Wilhelm. Il était pasteur qui a passé beaucoup de temps en Chine. Et quand il est revenu en Allemagne et dans l'Occident, il est revenu avec pas mal de choses. Le I Ching, par exemple, peut-être que vous connaissez déjà ça, c'est le livre du changement, mais il est également revenu avec une histoire particulière. Il a raconté l'histoire de la personne qui fabrique la pluie de Cao Cao. Il a dit à ses étudiants, il a dit, c'est une histoire si importante qu'il ne faut jamais donner une conférence sans raconter cette histoire-là. Et donc, ce que j'aimerais vous raconter, c'est l'histoire, selon Jung, de l'histoire de Cao Cao. Il y avait une sécheresse, une grande sécheresse, là où Wilhelm vivait. Il n'y avait pas de gouttes de pluie. La situation était catastrophique. Les pasteurs avaient fait des processions, les protestants avaient fait des prières et les Chinois ont ont brûlé de l'encens pour pouvoir épeurer les démons. Finalement, les Chinois ont dit, on va aller chercher celui qui fabrique la pluie. Et d'une autre province, en Chine, un vieil homme est venu de très loin et tout ce qu'il demandait, c'était une petite maison. Et là, il a fermé la porte et il n'est pas sorti pendant 3 jours. Le 4e jour, ça faisait 3 jours qu'il était dans la maison. Les gens venaient avec ses repas, il laissait ses bols de nourriture à la porte, il revenait chercher les bols vides. Ils n'ont jamais vu le monsieur dans sa petite maison pendant 3 jours. Mais au matin du 4e jour, les nuages ont commencé à se réunir et il y avait une grosse tempête de neige au moment où on ne s'attendait pas à de la neige. Et la ville avait tellement de rumeurs à propos de cet homme que Wilhelm est allé voir le monsieur pour savoir ce qu'il a fait. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette maison? Qu'est-ce qui s'est passé dans cette maison pour avoir de la neige? Comme les Européens, il a dit, on vous appelle celui qui fait de la pluie. Comment est-ce que vous avez fait la neige? Et le monsieur a répondu, je n'ai pas fait la neige, je ne suis pas responsable de la neige. Wilhelm a dit, mais qu'est-ce que vous avez fait depuis 3 jours alors? Ah, dit le monsieur, je peux expliquer ceci. Moi, je proviens d'un autre pays où les choses sont en ordre, le Tao. Ici, les choses ne sont pas organisées. Les choses ne sont pas organisées selon les cieux. Et donc, tout le pays n'est pas aligné au Tao. Moi non plus, je ne fais pas partie de l'ordre naturel des choses quand je suis dans un pays en désordre. Et donc, j'ai dû attendre. Dans cette petite maison, j'ai dû attendre avant de retrouver mon Tao. Et ensuite, naturellement, la pluie s'est mise à tomber. Alors,
c'est sûr que je trouve que cette histoire est intéressante, mais c'est une histoire de burn-out. Le pays est en burn-out. Et là, on est dans une situation de burn-out. Ils avaient essayé de tout pour le burn-out, tel que l'irrigation et toutes les autres choses que Jung avait mentionnées lorsqu'il a raconté l'histoire. Mais ce qui a fini par changer les choses, c'était celui qui fabriquait la pluie. Pas tant qu'il a fait quelque chose, mais il s'est retrouvé lui-même. Donc, le changement souhaité était pour l'environnement, mais plutôt que de se concentrer sur l'extérieur, il s'est concentré sur l'intérieur de lui-même. Il s'est concentré sur lui-même, son Tao et son harmonie profonde, sa nature humaine profonde. Et cette nature humaine profonde est en harmonie avec la nature de l'environnement. Et quand il était plus aligné, quand il a retrouvé son Tao, il s'est mis à pleuvoir. Donc, il n'y avait pas forcément un lien de cause entre les deux choses, mais c'était plutôt sans cause. C'était asynchrone. C'était le fait de retrouver le Tao. Une autre idée que je trouve intéressante pour répondre aux défis et aux questions de burn-out, c'est l'idée de l'alignement en termes de l'âme et du rôle. Parker Palmer, un éducateur, dit dans son livre qui s'appelle « Let Your Life Speak », « Laissez votre vie parler », il parle d'un appel, d'une vocation. Il dit « La vocation, ça ne veut pas dire que c'est un objectif que je poursuis, c'est quelque chose qui me parle. » Et avant d'avancer, il faut que j'écoute ma vie parce que ma vie me dit qui je suis. Je dois écouter les vérités et les valeurs de mon corps dans ma propre identité, pas les normes qui définissent comment je vis, mais plutôt les normes ou plutôt comment la vie me dit de vivre. Donc, la vocation parle de notre appel profonde. L'âme parle d'une profondeur qui veut qu'on soit ancré dans nous-mêmes. Et l'idée, c'est que s'il n'y a pas de connexion entre l'âme et le rôle, entre l'appel de l'âme et notre travail dans la vie, à ce moment-là, ça mène à une vie divisée et par conséquent, ça peut éventuellement mener au burn-out. Tandis que si notre rôle est aligné avec ce que notre âme devrait faire, ça peut mener à une expérience de vitalité et de richesse. Les prochaines séries d'idées, qui sont selon moi très pertinentes, proviennent de ce document très important publié par Belle Farmant et Patricia Boston et Robin Cohen, ses collègues. C'était publié en 2007. Et je trouve que c'est véritablement un des documents les plus importants publiés en soins palliatifs depuis 10 ans. Les liens de guérison, cette idée de lien de guérison, ça transforme les choses de souffrance en mieux-être. Et peut-être que vous êtes déjà au courant de ceci, mais ça, c'est une étude qualitative de 21 patients qui avaient des maladies qui menaçaient la vie. Et ce groupe de 21 patients vivait soit une angoisse existentielle ou bien l'expérience d'intégrité et le phénomène d'être entier. Il y avait des entrevues qui tentaient d'identifier la vie interne, les contributeurs existentielles. Les choses communes, dans tous les cas, chez les gens qui étaient identifiés en étant des gens qui souffraient, c'était un manque de connexion, soit par rapport à soi-même, pas connecté aux autres, pas connecté au monde phénoménal et pas connecté à la définition ultime. Et ça, évidemment, ça dépendait des gens. Dans ce contexte de crise de signification,
on a l'impression qu'on vit dans un vide existentiel. On a également une préoccupation avec l'avenir ou le passé. On a un sentiment de victimisation et on a un besoin de maintenir le contrôle. Contrairement dans le cas des gens qui vivaient l'intégrité, les thèmes communs étaient un lien dans ces 4 secteurs. Donc, une sorte de signification dans le contexte de la souffrance, la capacité de retrouver un état paisible dans le moment, une expérience d'être sympathique, ne pas sans l'oublier, mais avoir une relation sans adversaire et la capacité de choisir ce qu'on veut comme attitude par rapport à la souffrance qui surmonte le besoin de contrôle. Donc, dans leur discussion, Mount et ses collègues parlaient de l'idée de déconnexion. Ce qui était de plus en plus pertinent, c'est que la signification, ce n'était pas une fin en soi, mais plutôt un produit secondaire. Donc, ce n'était pas la signification en tant que telle qui animait quelqu'un, mais c'était plutôt l'expérience de faire partie de quelque chose de plus important que soi-même. Et quand on entamait l'intégrité, c'était une façon de vivre les connexions, les liens de la guérison. Donc, la signification devient pertinent dans un contexte d'une relation. Donc, pour établir des connexions de guérison, pour moi, ça s'approche à cette idée de retrouver son Tao. Et je pense que pour chacun et chacune d'entre nous, on peut trouver des façons d'avancer. C'est un processus hautement individuel. Il y a autant de façons de le faire qu'il y a des individus sur la planète. Mais je pense que ces 4 points, ces 4 secteurs, des 4 secteurs que Mount et ses collègues ont identifiés, peuvent nous mener à des possibilités dans le contexte de l'individu, le travail avec les autres, lorsqu'on tente de passer du temps avec les gens qu'on aime, dans un monde phénoménal, que ce soit par le biais d'exercices physiques, de massages, de randonnées, d'écouter de la musique, et parfois même de la religion, la pratique religieuse. L'empathie exquise est également une forme de lien et ça a été reconnu par Harrison et Westwood. Ils disent l'empathie exquise permet aux cliniciens de bénéficier des connexions de guérison avec leurs clients. Et ils font référence à l'article de Bâle, sans sacrifier les besoins des clients au dépit de leurs besoins. Dans ce contexte-ci, l'empathie exquise peut constituer une forme de lien mutuel réciproque de guérison. Et ça permet également aux clients et aux cliniciens d'être beaucoup plus alignés. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre un engagement à tous les jours, qu'on entreprend tous et toutes à tous les jours, et ce qu'ils décrivent en étant l'empathie exquise? Qu'est-ce qui transforme l'empathie de tous les jours en empathie exquise? Leur réponse à cette question-là, c'est la conscience de soi. Et ils mettent l'emphase sur l'importance de ceci. Ils le décrivent en disant, c'est une conscientisation moment par moment de soi-même et de l'environnement. La pratique de l'empathie exquise est facilitée par la conscience de soi. Et laissez-moi simplement parler de conscience de soi et comment ça peut jouer un rôle dans notre compréhension de conception de soi. On parle de 4 aspects. Donc, la conscience intellectuelle, les connaissances, pour la conscience de soi, c'est une question de concentration.
remarquer des changements dans les émotions, tout en ayant une attitude amicale et curieuse. Et élargir, donc une possibilité, une façon d'être conscient de l'environnement et de l'expérience subjective. Et ces trois aspects différents de la conscience attentive, c'est des étapes dans notre vie comme être humain, mais c'est également des capacités qui peuvent être cultivées et améliorées dans le contexte de nos pratiques. Ces choses-là peuvent être cultivées de par une série de compétences qu'on peut utiliser lors des rencontres avec nos patients. La conscientisation réactive est plutôt une conscientisation par défaut, mais ce n'est pas la même chose. Qu'est-ce qui se passe quand on est en train de réagir? Donc, c'est un mode qu'on entreprend particulièrement quand on est stressé, quand la conscientisation se retire autour de notre vision de la réalité et on devient plus réactif. Donc, si vous revenez à ma définition de Chiron, cette idée d'être dans une situation de stress, c'est ça qui prend le rebord. C'est souvent empathique, mais c'est parce qu'on n'a pas la conscientisation attentive. Mais est-ce que la conscientisation attentive peut mener à une conscientisation autre qui protège notre propre survie? Qu'est-ce qui fait en sorte que c'est possible de maintenir cette position-là? Ben, en fait, c'est cette façon de cultiver cette capacité, ce qu'on a tous et toutes, donc d'adopter ce qu'on appelle cette conscientisation attentive. Les connaissances de soi, c'est le vieux slogan, il faut se connaître soi-même, et ça implique donc une compréhension de tous les niveaux de l'être humain, la famille, la religion, la culture, les émotions, les processus psychologiques. Et lorsqu'on travaille avec ces choses personnelles, il faut travailler avec ces choses personnelles pour pouvoir éviter le préjugé, les stéréotypes et d'autres types de réactions. Ça comprend également des inquiétudes philosophiques, telles que notre compréhension de la nature de soi. Par exemple, est-ce qu'on se voit comme des entités discrètes, solides et séparées, ou est-ce qu'on se perçoit plutôt, comme Miko avait décrit les gens, comme des particules qui flottent parmi les gouttes? Si on est plus conscient du jugement de soi et de la critique de soi qu'on a tout le temps, si on est plus conscient de ces choses-là, on peut également adopter une compassion de soi. Et finalement, une conscientisation contemplative nous permet d'être plus au courant d'un lien et d'une signification, de pratiques et de rituels qui permettent à une expérience directe, ce qu'on pourrait appeler l'illumination ou le sacré. Donc, pour les gens qui sont intéressés par cette idée de cultiver une conscience de soi comme capacité qui peut faciliter notre travail avec les autres dans le monde, moi, je suggérerais qu'il y a deux étapes. D'abord, il faut développer la conscience de soi comme pratique à tous les jours. Il faut trouver notre propre façon de cultiver une conscience de soi, la connaissance de soi, l'empathie de soi. Et en développant ces capacités et ces compétences cognitives, ça nous permet d'appliquer ces compétences de conscience de soi dans un contexte d'empathie et dans le moment. Chacun et chacune d'entre nous, nous allons personnaliser nos propres façons d'avancer. Et j'ai partagé quelques choses, quelques idées qui ont fonctionné pour moi, que j'applique régulièrement pour pouvoir augmenter ses capacités. Une méditation accrue. Ça provient de la tradition bouddhiste, par exemple, et c'est également utilisé chez les laïcs avec beaucoup de succès.
pour cultiver les compétences de concentration et d'expansion, comme j'ai mentionné tout à l'heure. Et en fait, il y a de plus en plus de données qui soutiennent la pratique de la méditation. J'aime bien également travailler avec les rêves. Donc, c'est une forme de connaissance de soi, mais c'est également une pratique d'attentivité, d'être attentive de soi-même. Pour moi, les rêves, c'est un portail, ce sont un portail pour entrevoir soi-même. Je passe beaucoup de temps dans la nature, dans mon jardin et dans d'autres contextes, et je trouve que ça me permet de contempler, d'avoir cette conscientisation, contempler. Et finalement faire un journal quotidien, d'écrire un journal intime. Je trouve que à la fin de la journée, j'analyse ma journée et j'identifie les parties de ma journée pour laquelle je suis reconnaissant. Mais je pense que, donc ça c'est plusieurs techniques, mais je pense que ça peut être pertinent pour tout le monde. Nous voulons augmenter notre empathie, mais reconnaître nos propres plans par rapport à l'empathie et gérer la souffrance des autres. Alors, nous avons quand même des modèles dominants dans le domaine, des modèles qui comprennent les limites professionnelles qui sont bien définies et avoir des activités de soins de soi en dehors du travail. Donc oui, on va faire de yoga, on va faire notre groupe de méditation, on va voir un concert pour écouter de la musique. On fait ce qu'on fait pour s'alimenter, mais on fait ça en dehors du travail. Mais la question demeure, comment est-ce qu'on gère tout ça dans le contexte du travail? Et est-ce que le contexte du travail peut devenir un endroit où on se remplit plutôt que de se vider? Et est-ce que ce concept d'empathie de soi, est-ce que ça gère quelque chose de réel dans la pratique clinique? Ça suggère pour moi que oui, c'est possible. Nous pouvons travailler ensemble et plutôt que de donner, tout simplement, on peut également recevoir. Ce qui nous mène à notre conceptualisation de la conscientisation de soi. Et laissez-moi vous montrer très brièvement ce que c'est ce modèle. Au centre de ce modèle, vous voyez le clinicien. Et le clinicien va peut-être avoir un impact sur ce qui est à gauche et à droite avec plus ou moins de conscience de soi. À gauche, c'est le cheminement suggéré, ce qui se passe quand un clinicien est moins impliqué dans la souffrance du patient et de l'environnement de travail. Quand le clinicien a moins de contact, cet engagement empathique sera probablement pas aussi considérable qu'une source de renouvellement potentiel. Et ça peut mener à la fatigue de compassion et le burn-out. De l'autre côté, c'est le clinicien qui agit avec la souffrance du patient et de l'environnement de travail avec plus de conscience de soi. Tandis que, plutôt que de moins, comme à gauche. Et donc, on a le pardon de soi, la connaissance de soi. Le clinicien est bien situé dans un plus grand contexte. Et ça permet à la possibilité d'avoir une empathie exquise et une connexion de guérison. Donc, ce modèle, en fait, le clinicien peut aller à gauche ou à droite. Et ce qui définit si on va à gauche ou à droite, c'est la conscience de soi. Et donc, quasiment enfin, je voudrais parler des idées, en fait. Il y a eu des idées lors d'un discours que j'ai fait aujourd'hui. Il y avait une question à propos de limites. On parlait de limites parce que l'empathie exquise, si vous vous souvenez, on parlait d'une forme d'engagement empathique qui est bien présente, bien attentif et bien émotif. Mais qu'est-ce qu'on veut dire à propos de ces limites?
Quels sont les modèles? Quand on met l'emphase sur des limites professionnelles solides, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Donc, quelques pensées. D'abord, tandis que les limites professionnelles sont essentielles, il faut quand même qu'on soit au courant de nos limites comme professionnels et nos limites comme professionnels dans le contexte de notre pratique de la douleur. Il faut vraiment être au courant de nos limites, évidemment. Mais il y a quand même un danger. Si on se fie à nos limites tout simplement, si on s'attend à ce que ça soit une protection, ça risque d'être difficile parce que des limites bien claires peuvent devenir éventuellement des limites bien rigides. Et lorsque ces limites deviennent bien rigides, ça devient fixe et ça ne bouge pas, il n'y a aucune souplesse. Et si on est le patient de quelqu'un qui a des limites bien fixes et bien fixées ou pas souples, à ce moment-là, le patient peut se retrouver dans une situation bien seule. Au contraire, la suggestion, c'est que la conscience de soi nous permet de cultiver des limites qui sont souples et qui sont perméables. Ou bien une limite pour laquelle on peut modifier la perméabilité. Et donc là, j'ai trouvé cette image-là de Google. Quand j'ai rentré dans Google une membrane semi-perméable, c'est une des images qui a été affichée sur Google. Et ce que j'aime de cette image-là, c'est que ça résonne parce que ça ressemble à l'iris dans le globe oculaire. Donc, c'est cette idée d'avoir des limites qui peuvent répondre à la lumière changeante, l'intensité de la lumière changeante. Donc, comme l'œil. Donc, ce n'est pas fixe, ce n'est pas imperméable. C'est quelque chose qui peut devenir plus grand ou plus petit, donc dilaté, et ça peut moduler, ça peut changer. Donc, évidemment, dans l'œil, c'est un processus réactif suite à la lumière. Mais ici, on parle d'une limite. C'est une type de limite. Enfin, quand je le visualise pour moi-même, je me dis, c'est comme le muscle cardiaque. Et donc, ça soulève cette idée de muscle cardiaque. Plutôt que d'avoir un bouclier autour, un bouclier métallique autour de ce cœur, si on a une membrane semi-perméable, on peut moduler, on peut choisir quand on a besoin de limiter le contact ou augmenter le contact. Donc, on peut reculer, on peut avancer et peut-être qu'il y a un moment où il faut tracer une ligne et se retirer d'une situation pour notre propre santé et peut-être pour la santé de notre patient également. Donc, je voulais partager ces pensées avec vous. Donc, j'arrive vers la fin de mon discours et je voudrais simplement vous partager la situation de maintenant, d'aujourd'hui. Donc, 1 an après la dernière histoire que j'ai partagée avec vous. 1 an plus tard, et maintenant 31 ans dans ma profession, je continue à travailler à temps plein comme clinicien en soins palliatifs. Et les circonstances externes de mon travail n'ont pas changé, en partie parce que je ne peux pas changer, en ce moment, je ne peux pas changer ma situation externe. Mais depuis 12 mois, je reflète sur ce que ça veut dire de vivre au quotidien avec le burn-out et la fatigue de compassion lorsque je continue à travailler avec mes collègues et j'essaie d'éliminer ou de limiter la souffrance dans ma pratique. Et donc, j'ai eu quand même quelques éclaircissements qui me soutiennent dans mon travail. Alors, je sais très bien que ces éclaircissements sont bien individuels et personnels, mais j'aimerais bien vous partager ces pensées en espérant que ça peut vous aider également. Les soins de soi, ce n'est pas un luxe.
Le soin de soi est absolument obligatoire pour le clinicien. Ça a un impact sur moi comme clinicien et la qualité de mon travail. La conscience de soi du clinicien est la clé, au moins pour moi. Si ça me permet de survivre et même d'avancer dans toutes les circonstances possibles et imaginables, il faut que je me concentre là-dessus. Les soins de soi est un processus au long terme qui doit être impliqué dans sa vie ou doit faire partie de la vie comme manger et dormir. De temps à autre, je me suis consacrée à un inventaire de ces aspects de ma vie qui me comblent plus, en me posant la question « Où et quand est-ce que je suis moi-même le plus réveillé, le plus vivant et le plus lié à mon travail? Où est-ce que je suis le plus réveillé, le plus allumé et le plus connecté à mon travail? Et je continue à inclure autant d'aspects de mon travail que possible et idéalement, j'essaie de les rentrer dans ma description de tâches au dépit de mon travail que je trouve difficile. Et de temps en temps, je suis engagée auprès d'un inventaire des aspects de ma vie qui sont les plus pertinentes dans ma vie en me posant la question avec qui, où et qu'est-ce que je fais? Avec qui, quand et quoi, hein, qu'est-ce que je fais qui fait en sorte que je suis le plus réveillée et alimentée dans ma vie. Parce que c'est les choses qui me fournissent le plus grand lien et la plus grande pertinence de ma vie. Et je me dis que si j'apporte les changements que je peux changer. Et si, avec ces changements-là, je continue une sorte de burn-out, je vais considérer un changement de tâche pour pouvoir permettre un meilleur alignement lorsque les circonstances le permettent. Le fait d'être entier, ça existe déjà. Notre tâche comme soignant de nous-mêmes et des autres, c'est de se souvenir de la chose suivante. De se souvenir de ça et de faire ça au travail ainsi qu'à l'extérieur du travail. Ce n'est pas aussi facile que ça a l'air, mais c'est possible si on développe la conscience de soi des soignants. Ça nécessite une conscience de soi, une compréhension de soi, la connaissance de soi et le vouloir d'établir des liens. Quand on pratique la conscience de soi, ça fait en sorte que les soins de soi soient possibles. La conscience de soi dans le travail nous permet d'avoir une empathie tout en se protégeant contre un traumatisme, tout en trouvant des sources de renouvellement dans le lieu de travail en soi. Mais ça, tout seul, ce n'est pas suffisant. On a également besoin de se retirer. On a besoin de moments où on recule de notre travail et on plonge profondément dans les choses qui sont les plus pertinentes pour nous. De tels moments de retraite nous permettent de voir notre travail d'un autre point de vue, d'analyser le plus grand portrait et de comprendre ou de s'assurer que notre rôle et notre âme soient bien alignés. Ça nous permet de vivre un lien, de comprendre la source et d'être entier. Et quand on fait ça, à ce moment-là, de façon naturelle, il pleut. Merci beaucoup. I have to make a Il faut que je dise quelque chose avant de donner notre cadeau et vous présenter Bernard. Il y a quelques années, Jean Fuchs a établi un comité au niveau du département de médecine pour analyser le sujet de la guérison. Donc, pour essayer de définir la guérison et décrire ses caractéristiques. Il y avait plusieurs personnes qui étaient des personnes clés. Le Dr. Mount, comme vous pouvez bien imaginer, Tom Hutchinson, qui est là également,
Ça, c'était au moment où Michael Carney avait passé ses 2 ans avec nous. Le résultat immédiat de ça était que le département, d'abord avec M. Barley et ensuite Tom Hutchinson, le département a développé un sujet pour les 4 ans des étudiants qui se concentre sur le soignant. Alors, ce n'est pas du tout aussi éloquent que Michael, mais ce qu'il a dit, c'est que ce qu'il a partagé avec vous ce soir, c'est quelque chose qu'on essaie d'inculquer dans chaque diplômé de McGill. Et il a joué un rôle très important dans la formation de nos jeunes. Donc, on est tous très reconnaissants et chaque personne qui sera traitée par les diplômés de ce département va pouvoir profiter de cette approche. Alors, voici, au nom du département, je vous donne ce cadeau. Et donc, pour vous présenter Bernard Lapointe, qui va maintenant officiellement remercier Michael Carney. Michael est le président actif, un rôle qu'il joue formidablement. Il est le directeur des soins palliatifs, donc à l'Université McGill, donc soins palliatifs McGill, et il est le directeur également des soins palliatifs à l'hôpital juif de Montréal. Alors, c'est à vous. Dr. Kearney, Michael. Dr. Kearney, Michael, merci beaucoup de votre discours formidable ce soir. Ça m'a frappée. J'étais aussi frappée ce soir qu'à midi aujourd'hui, j'étais frappée par la profondeur et la résonance des idées, des métaphores et de l'expérience que vous partagez avec nous. C'est une véritable source d'enrichissement. Ce soir, je vais rentrer chez moi, je vais me coucher comblée. Tout ce que vous avez mentionné est bien ancré dans l'expérience et dans un savoir-faire remarquable. Je suis si content de reconnaître chez vous la tradition holistique entamée par Barl et d'autres dans la salle. Et merci de vos paroles sur la souffrance. Et donc, je voudrais également reconnaître que dans cette véritable affiliation, on vous a donné du Collège de chirurgiens au Canada. Vous avez pu obtenir le prof invité, le professeur invité du Collège royal créé par Barl. Et c'est un honneur pour nous tous et nous toutes de pouvoir partager cette affiliation, donc de votre rôle comme professeur invité. Donc, avant d'entamer la période des questions, je voulais vous dire que non seulement il pleut dehors, mais il neige quelque part dans cet univers-là parce que vous nous avez permis de revenir un petit peu plus près du Tao. Bon, alors, c'est le moment de poser des questions. Si vous avez des questions pour le Dr. Kearney, je vous dirais qu'il y a 2 micros dans la salle. C'est plus simple pour nous d'entendre vos questions. Ça serait également plus simple pour les gens de comprendre les questions lorsque ça sera rediffusé sur le site du Conseil. Merci. Avec tout le respect que je vous dois ici ce soir, j'ai des doutes qu'il y ait des demi-dieux ici dans la salle ce soir. Et pour nous, les êtres humains, il me semble que même si la conscience de soi, la conscience attentive est absolument significative dans le domaine, malheureusement, ça ne compense pas pleinement pour le manque de ressources qui définissent très souvent notre système de soins de santé. Alors, quels mécanismes peuvent être évoqués pour
réveiller la conscience de soi et cette empathie chez les gens qui contrôlent l'enveloppe budgétaire. Avez-vous des suggestions qui ont déjà eu du succès dans ce secteur-là, au moins partiellement? Écoutez, merci. Merci. Ben, écoutez, si vous avez des suggestions, j'aimerais bien les entendre. Écoutez, j'ai certainement pas de réponse immédiate. Et c'est sûr que là, je parle de quelque chose pertinent pour le clinicien, évidemment, mais je pense que vous soulevez également la difficulté de faire ça comme soignant. Les circonstances externes sont si stressantes que il y a un grand niveau de conscience, même si on a un grand niveau de conscience de soi, c'est très difficile de fournir les soins cliniques qu'on veut vraiment fournir. Et donc, dans un contexte comme ça, quand on est plus conscient, quand on a un plus haut niveau de conscientisation, ça peut être plus douloureux et la douleur peut être encore plus aiguë. Je pense que la seule autre chose que je peux dire pour répondre à votre question, c'est que je crois quand même que je pense que tout le sujet des soins de soi, au-delà d'être une responsabilité individuelle, je dois rajouter que c'est quand même trop facile pour l'organisme ou l'hôpital de dire que les soins de soi, c'est entièrement la responsabilité de l'individu. Et je pense qu'il y a de plus en plus de preuves comme quoi, ça provient non seulement des études de Maslow et de Hershkev, qui démontrent que chez les médecins aux États-Unis et les infirmières aux États-Unis, qu'il y a 30% des gens qui vivent un burn-out. Parfois, dans certains hôpitaux, c'est aussi élevé que 60%. Et donc, le burn-out, c'est pas simplement une question d'épuisement personnel et de détachement, mais c'est également une question de taux plus élevé d'erreurs. C'est des cliniciens qui sont moins empathiques. C'est également les patients et les familles qui quittent les hôpitaux moins satisfaits. Alors je pense qu'on reconnaît de plus en plus ce phénomène-là. Je ne sais pas si ça vous aide, mais je pense qu'une partie du travail de soi doit se faire non seulement avec l'individu, mais avec l'institution également. Écoutez, je voulais être bien sérieux. Je me demandais si la profession médicale comme telle, j'imagine que ça a beaucoup de poids. Rien n'a été fait au niveau organisationnel. Je n'étais pas simplement en train de suggérer que vous étiez quelqu'un qui pouvait mettre en place des miracles. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui a eu lieu au Royaume-Uni, aux États-Unis, des choses qui peuvent être des modèles d'amélioration? Écoutez, tout ce que je peux vous dire de mon point de vue, et ça serait peut-être bien si Bernard ou Dr. Cruz ou quelqu'un d'autre médecins ici avaient d'autres réponses à votre question, ou peut-être même quelqu'un dans la salle, n'importe qui dans la salle, mais je sais que quand je reviens quand je repars de ma semaine à Montréal, à la fin de la semaine prochaine, je vais assister à un événement dans notre hôpital qui est organisé par la gestion de notre hôpital, qui a été obligatoire par les organismes de médecins. C'est une initiative pour les médecins qui travaillent en soins palliatifs dans l'hôpital. Donc, c'est quand même quelque chose de mandaté et soutenu. Donc, c'est un organisme, c'est un exemple qu'effectivement, les organismes peuvent en fait mettre en place des choses comme ça. Bonjour, je m'appelle Susan Fleming. J'ai rencontré le Dr. Mount quand je faisais du travail de soins palliatifs à McGill et j'essayais d'aider les patients mourants. Dans certains cas, ces patients-là n'avaient pas de membres de la famille de présent et ils avaient 2 semaines à vivre. J'étais très choquée quand j'ai parlé à un homme en particulier. Sa famille l'a complètement abandonné à ce niveau-là, ce qui était un choc total. Mais au début, j'ai étudié la musique classique, même si j'ai étudié également la médecine, mais
provient d'une famille de médecins. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que peut-être que vous allez aimer ça. En fait, je chantais Danny Boy à un homme qui était dans son lit, mourant, avec ses perfusions. Et il y a une phrase qui dit « Quand je serai mort comme la mort. » En tout cas, et quelqu'un m'a dit « Mais écoutez, pardon, mais pouvez-vous, s'il vous plaît, arrêter de chanter cette chanson à propos de la mort? » Enfin. Mais j'étais quand même impressionnée par le sens d'humour. Ces mourants avaient des livres de blagues. Bon, c'est peut-être ici qu'ils n'ont pas de sens d'humour. Mais en tout cas, donc je parlais de... J'ai fait un burn-out il y a quelques années. J'étais à l'hôpital, on m'a dit d'aller à l'hôpital juif. Et j'étais dans le bureau avec un vieux homme qui somnolait à côté de moi. Et on attendait tous les deux le médecin. Il s'est réveillé de sa sieste. Et j'ai dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Il m'a dit, ah, mais moi, j'ai été frappé par les éclairs, par un éclair. Et il m'a dit, mais et toi? Et j'ai dit, mais qu'est-ce que tu vas faire si tu vis? Et il allait me poser la même question. Finalement, ça, c'était le docteur Michael Gold. Il avait 88 ans à ce moment-là. Et il est décédé à 91 ans. Mais ça, c'est la question ultime. Qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on va passer le reste de notre vie? Je devine que personne n'a inventé les soins palliatifs. Le besoin de soins palliatifs provient des patients et des médecins qui ont écouté les patients et qui se sont rendus compte que la technologie ne nous aide pas à la toute fin. En fait, rien ne va nous protéger contre le résultat ultime. Et donc, à ce même niveau, j'ai passé beaucoup de temps à l'hôpital juif. Je lisais une biographie de Osler et il savait qu'il y avait quelqu'un qui arrivait, mais avec la rougeole. Et donc, il avait la rougeole et Osler était payé $600 de plus pour pouvoir gérer le département de la rougeole. Et il a acheté, donc, avec son budget, 12 microscopes. Et c'était soi-disant incroyable parce que la pathologie en 1975 était absolument incroyable. Mais en tout cas, ce que Osler a fait, et ça, c'est le but de mon discours ici, ce que Osler a dit, c'est que l'homme provenait de l'Angleterre, celui qui avait la rougeole. Il a obtenu le nom de l'homme. Il a écrit une lettre à son père décrivant la maladie. Et il est resté au chevet de cet homme jusqu'à sa mort. Il a écrit la lettre la plus belle. Il lui a même donné les derniers droits. Et je me suis dit, oh mon Dieu, c'est un exemple incroyable des soins palliatifs. Vous savez, donc je voulais juste dire ça. Et en contrepartie, je suis désolée, madame. Je suis désolée, madame, c'est une période de questions. Excusez-moi. Merci beaucoup. Le temps avance. Et donc, j'ai eu le privilège de écouter encore une fois Michael. Merci à tous les membres du conseil, à tous les membres, Cathy Flanders, pour avoir organisé cette soirée. Je vois qu'il y a une autre personne au micro. Je vais permettre à une autre question, mais pas un discours, s'il vous plaît. Merci, Dr. Kearney. Je serai brève. Je ne suis pas clinicienne. À ce moment-ci dans ma vie, je crois que je suis soignante à temps plein. Et je voulais dire que, en fait, les informations que vous avez partagées pour les cliniciens ont l'air d'être directement applicables à nous-mêmes également. Alors, je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter qui proviennent de votre présentation pour les gens qui ne sont pas cliniciens, les gens qui sont des soignants à temps plein pour les bien-aimés. Merci pour votre commentaire et pour votre question. Écoutez, j'ai essayé d'employer les termes clinicien et soignant de façon interchangeable dans mon discours parce que je crois fortement que les idées que j'ai partagées ce soir ne sont pas simplement pour les professionnels, les soignants et les cliniciens professionnels. Particulièrement cette idée d'empathie exquise. Je pense que toutes les idées, l'idée de fatigue de compassion, la capacité d'être présent dans la souffrance
sans un traumatisme par la suite. Reconnaître la différence entre ça et le burn-out. Et reconnaître surtout cette idée de empathie exquise, parce que ça nous permet de rester tenaces. Lors de mon discours à midi aujourd'hui, j'ai parlé d'une image, et ça, c'est l'image d'apprendre à respirer sous l'eau. Le modèle classique des soins de soi suggère que si on retient notre souffle sous l'eau, si on a beaucoup de limites solides dans des situations stressantes et si on remonte à la surface pour prendre de l'air, soit pendant les pauses ou pendant qu'on n'est pas au travail, enfin, c'est le modèle qu'on décrit. Et c'est bon, ce modèle-là, pour les cliniciens et pour les soignants, mais l'image d'apprendre à respirer sous l'eau, l'idée de respirer sous l'eau parle du fait qu'on est capable de trouver de l'oxygène dans la situation en soi. Et je crois que c'est pour ça que je reviens à cette idée de cultiver la capacité de conscience de soi. Et je sais que parfois, ça devient un peu évangélique, peut-être, mais quand on cultive ce genre de compétences-là, ça nous permet éventuellement de respirer sous l'eau et d'être tenace du début à la fin, pour toujours. Merci. Merci encore une fois, Michael. Merci à vous dans la salle. Veuillez vous joindre à nous pour une petite collation. On a sans doute beaucoup de choses à dire. Juste pour revenir à cette première question. Cette semaine, c'est la semaine des soins palliatifs au Canada. Il y a des dizaines d'organismes qui ont créé une coalition nationale pour la qualité de soins palliatifs. Je vous invite à soutenir ces organismes directement. Je vous demande, est-ce que vous avez écrit à votre député, à votre membre de l'Assemblée nationale pour améliorer les soins palliatifs au Québec et partout au Canada? On ne peut rien faire. Les médecins et les infirmières ne peuvent pas tout faire tout seuls. Vous devez écrire des lettres également et c'est le moment de commencer maintenant. Merci beaucoup.